Souviens-toi de l'époque où la Russie se prenait pour une superpuissance, une armée massive, une économie imposante, des déclarations tonitruantes. Elle intimidait ses voisins, fournissait du gaz à l'Europe comme un dealer et se comportait comme si elle dirigeait le monde. Puis Poutine a envahi l'Ukraine. Et aujourd'hui, la Russie subit des revers sur tous les fronts. Son armée est en lambeaux, son économie vacille et Poutine est passé du leader fort au vieil homme désespéré, quémandant des armes à la Corée du Nord. Le pire, la situation ne cesse d'empirer. Voyons ensemble comment la Russie est passée de grande puissance autoproclamée à objet de moquerie mondiale. Et pour bien commencer, attaquons-nous à son armée, là où l'effondrement est le plus brutal. Depuis le début de l'invasion, la Russie subit de lourdes pertes en hommes et en matériel. Mais ce n'est pas la grande nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est que novembre 2024 a largement dépassé même les prévisions les plus pessimistes. En seulement 30 jours, la Russie a enregistré près de 46 000 pertes, soit l'équivalent de 3 divisions de fusiliers mécanisés complètement anéantis sur le champ de bataille. Le carnage a culminé avec un nouveau record dévastateur. 2030 soldats russes perdus en une seule journée. Un jalon effrayant qui souligne à quel point la situation est devenue désastreuse. Le total des pertes humaines, un chiffre ahurissant de 758 730 depuis le début de l'invasion, et ce nombre augmente chaque jour. Et il ne s'agit pas seulement de corps qui s'amoncellent. En novembre, les forces ukrainiennes ont également détruit 307 chars, 899 véhicules blindés et 884 pièces d'artillerie. Cela représente plus de 3 milliards de dollars d'équipements perdus en un mois. Pour une armée autrefois considérée comme la deuxième plus puissante après celle des États-Unis, cette ampleur de destruction représente bien plus qu'un simple revers. C'est un effondrement total. Et la situation ne fera qu'empirer. Pourquoi ? Parce que désormais, l'Ukraine peut également frapper des installations militaires en plein cœur du territoire russe. Pendant près de 2 ans, Kyiv était limitée par des politiques américaines interdisant l'utilisation de ses armes les plus avancées en dehors des frontières ukrainiennes. Mais le 17 novembre a tout changé. Le président Joe Biden a autorisé l'usage des missiles ATACMS à longue portée fournis par les États-Unis pour cibler des actifs militaires russes, y compris les concentrations de troupes, les dépôts de ravitaillement et les centres logistiques. Et pas seulement dans les territoires occupés de l'Ukraine, mais bien à travers la frontière russe. Et l'Ukraine ne s'est pas contentée des missiles à 305 km fournis par les États-Unis. Le Royaume-Uni et la France se sont également joints à la mêlée, autorisant l'Ukraine à frapper le sol russe avec des missiles Storm Shadow, Scalp, d'une portée de 250 km. Ces autorisations changent complètement la donne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toujours affirmé que la seule chance de vaincre la Russie était de mener le combat au-delà de ses frontières. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, partageait ce point de vue, déclarant que l'Ukraine ne pouvait pas gagner les mains liées. Maintenant que ses 2 mains sont libres, l'Ukraine fait en sorte que chaque frappe compte. Et la Russie, le pays se retrouve désormais exposé à la guerre qu'il a lui-même déclenchée. Fini de cacher la vérité à ses citoyens. Les frappes de missiles à longue portée lancées par l'Ukraine sur le territoire russe ont déjà causé des dégâts catastrophiques, ciblant des actifs militaires cruciaux qui soutiennent les opérations russes en Ukraine et au-delà. Ces attaques ont non seulement détruit des infrastructures clés, mais ont aussi infligé de lourdes pertes en hommes et en ressources, rendant de plus en plus difficile pour Moscou de maintenir son élan militaire. L'une des frappes les plus significatives a eu lieu dans la région de Bryansk, où l'Ukraine a utilisé pour la première fois les missiles ATACMS fournis par les États-Unis. Ces missiles ont ciblé un dépôt d'armes près de Karachev, à environ 100 km de la frontière ukrainienne, déclenchant 12 explosions secondaires. Cette attaque a gravement endommagé les réserves de munitions de la Russie, essentielles à ses opérations en cours. En plus de viser l'armement, l'Ukraine s'est aussi concentrée sur les réserves de gaz russes et les infrastructures énergétiques indispensables à la stabilité militaire et économique du pays. En frappant ces actifs critiques, l'Ukraine perturbe la capacité de la Russie à fournir du carburant et de l'énergie à ses forces, affaiblissant ainsi ses chaînes logistiques. Cependant, la destruction ne se limite pas aux infrastructures. Les frappes ukrainiennes ont également décimé un nombre important de troupes stationnées en Russie. Et pas seulement des troupes russes, aussi des Nord-Coréens. Une attaque ciblée contre un centre de commandement russe, dans la région de Koursk, aurait tué au moins 18 soldats russes et blessé 33 autres, dont des officiers supérieurs des districts militaires du Sud et de l'Est. Parmi les morts se trouvait le lieutenant-général Valery Solochuk, figure clé des campagnes militaires agressives de la Russie, dont la perte représenterait un coup dur pour la structure dirigeante russe. Un colonel général nord-coréen aurait également été blessé, et 500 autres soldats auraient été tués. Avec ces attaques, l'Ukraine a clairement envoyé un message:
Personne n'est en sécurité en Russie, ni personne, ni aucun endroit. La mort présumée des soldats nord-coréens aura sans doute des répercussions importantes sur l'alliance déjà fragile entre la Russie et la Corée du Nord. Croyez-le ou non, le fier président Vladimir Poutine, qui imaginait autrefois un monde où sa Russie se dressait contre l'Occident, se retrouve désormais à s'accrocher désespérément au soutien d'un État paria. La Corée du Nord, avec son régime brutal et son isolement international, n'est certainement pas l'allié qu'on attendrait dans l'échiquier géopolitique. Pourtant, dans sa quête de victoire en Ukraine, Poutine s'est tourné vers Kim Jong-un, marquant un point bas dans la diplomatie russe. Mais ne vous y trompez pas. Ce partenariat n'est pas fondé sur une prospérité mutuelle ou des idéaux globaux partagés. Il est né d'une nécessité absolue. La Russie, désespérée de trouver des fournitures militaires pour poursuivre son effort de guerre, est devenue l'une des nations les plus sanctionnées et économiquement paralysées de la planète. La Corée du Nord, de son côté, cherche à consolider sa position de joueur global clé, non seulement en fournissant des armes et des munitions, mais en renforçant ses liens avec une puissance nucléaire telle que la Russie. Pour comprendre toute l'étendue de cette relation problématique, il faut examiner ce que la Corée du Nord apporte à la table. Si le pays est tristement célèbre pour son développement de missiles nucléaires, il représente aussi une puissance militaire en termes de chiffres. Avec une armée de 1,3 million de militaires actifs, l'implication de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine n'a jamais été que symbolique. C'est pourquoi le rapport d'octobre 2024 suggérant que la Corée du Nord avait envoyé des troupes en Russie n'a pas été une grande surprise. Selon diverses sources, au moins 10 000 soldats nord-coréens ont parcouru des milliers de kilomètres depuis l'extrême-orient russe jusqu'à la région de Koursk, où ils sont censés apporter un soutien crucial au combat. Ces forces ont principalement été déployées pour renforcer les effectifs en déclin de l'armée russe, le pays ne pouvant se permettre une nouvelle mobilisation massive. Pour être franc, c'est tout ce que les troupes nord-coréennes apportaient des effectifs. Elles manquent d'expérience réelle en combat, de formation et d'équipement pour faire une réelle différence. Leur déploiement en Russie montre à quel point la Russie, jadis puissante, est tombée. Cependant, si les troupes nord-coréennes sont essentiellement envoyées en Russie pour mourir, les armes nord-coréennes racontent une autre histoire. Les exportations d'armes du pays sont devenues une bouée de sauvetage pour la Russie dont les stocks ont été presque épuisés par la guerre. Des rapports des services de renseignement sud-coréens suggèrent que le voisin du Nord a livré plus de 13 000 conteneurs remplis de munitions, de obus d'artillerie, de roquettes anti-chars et de missiles balistiques à courte portée KN-23 à la Russie depuis août 2023. L'expertise nord-coréenne, notamment en technologie de missiles, a également été mise à profit avec des techniciens envoyés en Russie pour évaluer la performance des armes russes et ajuster leur efficacité face aux systèmes de défense aérienne occidentaux. L'aide nord-coréenne a sans aucun doute permis de maintenir en marche la machine de guerre russe alors que l'industrie de défense russe peine à compenser les pertes. Et n'oublions pas, nous parlons ici du complexe militaro-industriel qui est désormais le principal moteur de l'économie russe. On prévoit qu'en 2025, la Russie consacrera environ 40% de l'ensemble de son budget fédéral à la défense. Cela montre à quel point la Russie dépend désormais de son armée pour survivre économiquement. Si la production militaro-industrielle peut donner l'illusion d'une force, la réalité est des bien plus sombres. L'économie russe est toujours en déclin sévère. Et cette forte dépendance aux dépenses de défense n'est qu'un palliatif. En 2024, la Russie fait face à un taux d'inflation projeté de 10%, tandis que les taux d'intérêt ont atteint un niveau stupéfiant de 21% dans une tentative ratée de stabiliser l'économie. Ces taux d'intérêt élevés ont dévasté les entreprises et les Russes ordinaires. Les entreprises peinent sous le poids de la dette et la consommation des ménages s'effondre. Les économies, en espèces des Russes, ont chuté à un niveau record de 15,9 billions de roubles, 151,5 milliards de dollars, beaucoup peinant désormais à joindre les deux bouts. Le prix des biens de première nécessité augmente fortement, avec des produits de base comme les pommes de terre qui voient leur prix grimper significativement. Le prix du beurre a lui-même bondi de près de 30%. La valeur du rouble a aussi chuté de plus de 25% face au dollar depuis l'été 2024, avec un taux de change avoisinant désormais les 105 roubles pour $1. Cette forte dépréciation accentuera les défis économiques du pays, les importations devenant prohibitivement chères et l'inflation échappant à tout contrôle. Pour aggraver la situation, le gouvernement russe a épuisé ses fonds nationaux, autrefois soutenus par les exportations d'énergie. Les sanctions, notamment celles des États-Unis, ont paralysé le secteur financier. Le dernier cycle de sanctions a ciblé des institutions clés comme Gazprom Bank, responsable des paiements énergétiques critiques, créant une énorme pénurie de devises étrangères.
La Banque centrale russe a cessé d'acheter des devises sur le marché intérieur pour tenter de contenir les dégâts, mais le rouble est resté volatile, alors que le PIB russe devrait croître de 3,9% d'ici la fin de 2024. Les prévisions pour 2025 sont bien plus pessimistes. L'économie russe devrait connaître un ralentissement significatif avec une croissance du PIB qui tomberait à 1,9%. Les experts prévoient que la reprise économique de la Russie est improbable sans un changement de priorité. L'inflation pourrait éventuellement tomber à 6,4% en 2025, mais les dégâts infligés à l'économie, en particulier dans le secteur privé, seront probablement durables. La forte dépendance de la Russie aux dépenses militaires et l'aggravation des sanctions continueront d'épuiser ses ressources. Les ambitions militaires du Kremlin sont clairement en décalage avec la survie économique du pays, et sans changement drastique, l'économie russe continuera de s'effondrer sous la pression. La situation économique désastreuse a également provoqué des signes de mécontentement parmi les élites russes, surtout à mesure que les tensions montent entre les industriels et la banque centrale. Alors que la Russie fait face à la stagnation et à l'inflation, le mécontentement vis-à-vis des politiques économiques grandit. La décision de la Banque centrale de relever brusquement les taux d'intérêt à 21% a suscité de vives critiques, notamment de la part des chefs d'entreprise. Les industriels affirment que ces taux élevés étouffent la croissance, rendant difficile pour les entreprises d'obtenir des prêts ou même d'être payées par leurs clients. Certains rapports montrent qu'environ la moitié des entreprises russes peinent à accéder au crédit, exacerbant ainsi leurs difficultés économiques. Et laissez-nous vous dire, ces critiques ont été franches et publiques, même les proches alliés de Poutine exprimant leurs inquiétudes. Le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a pris l'initiative rare de blâmer la Banque centrale pour la baisse des investissements, tandis que des économistes proches du gouvernement ont averti que le pays était au bord de la stagflation. Pour ajouter à la tension, des associations professionnelles comme l'Union russe, des industriels et entrepreneurs ont appelé la Banque centrale à aligner ses politiques sur les priorités économiques du gouvernement, remettant en cause son autonomie de longue date. Ce désaccord reflète une frustration plus profonde au sein de l'élite russe. Tandis que le Kremlin continue de concentrer ses ressources sur les dépenses militaires, de nombreux acteurs du secteur privé commencent à remettre en question la viabilité à long terme d'une telle stratégie, surtout dans un contexte d'économie en ralentissement et de sanctions toujours plus sévères. Avec ses priorités militaires absorbant les ressources et exacerbant les tensions internes, l'élite économique devient de plus en plus impatiente, signe que même les plus hauts responsables prennent conscience de l'insoutenabilité de la trajectoire actuelle de la Russie. Le mécontentement ne se limite pas aux élites, il se fait de plus en plus ressentir parmi les citoyens ordinaires. Même si la contestation publique est sévèrement réprimée, il existe des signes clairs de mécontentement à travers tout le pays, surtout à mesure que le contrôle gouvernemental se resserre. L'ONU rapporte une détérioration de la situation des droits de l'homme avec la mise en place par le gouvernement russe de lois strictes de censure de guerre. Ces lois ont conduit à la poursuite de ceux qui s'expriment contre la guerre en Ukraine. Malgré cette répression, certains citoyens continuent de résister, au risque de lourdes conséquences personnelles. Les manifestations publiques sont étouffées, et ceux qui osent critiquer le régime s'exposent à de sévères punitions, incluant la confiscation de biens et l'emprisonnement. Cependant, certains groupes, tels que poètes, artistes et communautés marginalisées, continuent de défier le statu quo par des actes discrets de résistance. Au moins 1372 défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été arrêtés, condamnés à de longues peines de prison et souvent torturés. Cette répression de la liberté d'expression, combinée à l'usage croissant de la violence par l'État contre les manifestants pacifiques, a créé un climat de peur. La situation souligne une lutte sociétale plus large. Tandis que le gouvernement de Poutine affiche une image de force sur la scène internationale, à l'intérieur du pays, de nombreux citoyens semblent en désaccord avec les priorités du régime, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques. Et pendant que la Russie s'effondre de l'intérieur, l'Europe n'a jamais été aussi unie. Et c'est en partie grâce à la Russie. Historiquement, l'Europe a toujours été marquée par des divisions, comme pendant la crise de la dette de 2012, la crise des réfugiés de 2015 ou la pandémie de Covid-19. Ces événements ont mis en lumière de profondes fractures géographiques et politiques, avec un sentiment eurosceptique grandissant, en particulier dans des pays comme la Pologne, la Hongrie et l'Italie. Les forces politiques au Parlement européen se heurtaient souvent,
entravant toute action décisive et créant une identité européenne fragmentée. Mais ensuite, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, un voisin bien plus petit et moins puissant. Cette invasion non provoquée en février 2022 a servi de catalyseur pour l'unité à travers l'Europe, renversant pratiquement toutes les tendances historiques. La gravité de l'invasion a conduit à un niveau sans précédent de coopération militaire et économique entre les nations européennes. Même des divisions de longue date, comme la dépendance de l'Allemagne au gaz russe ou les liens économiques de l'Italie avec la Russie, se sont évaporés face à un ennemi commun. L'Union européenne, auparavant fragmentée sur de nombreux sujets, s'est immédiatement unie pour imposer des sanctions drastiques à la Russie et fournir un soutien considérable aux efforts de défense de l'Ukraine. Quelle ampleur ? Selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, un think tank allemand suivant l'aide totale apportée à l'Ukraine, l'Union européenne est le deuxième donateur mondial juste derrière les États-Unis. De février 2022 à octobre 2024, la Commission et le Conseil de l'UE ont versé 44,4 milliards de dollars d'aide financière et 2,6 milliards de dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine. Cette nouvelle unité s'est également traduite par des investissements accrus dans une défense européenne collective. Et ce renouveau des dépenses militaires en Europe est tout simplement monumental. Suite à l'invasion de l'Ukraine, les membres de l'OTAN ont augmenté leur budget de défense de près de 50% par rapport à 2014, année où la Russie avait annexé la Crimée. Il semblerait que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine ait été le signal d'alarme dont ces pays avaient désespérément besoin. Depuis 2014, les dépenses de défense en Europe ont augmenté en moyenne de 3,9% par an, reflétant le besoin urgent de moderniser et de renforcer les forces armées. Le message est clair. L'environnement sécuritaire a changé et les pays qui y vivent doivent s'adapter. L'attention de l'Europe s'est également déplacée du simple maintien des forces à leur modernisation, avec 32% des budgets de défense désormais consacrés à l'acquisition et à la recherche et développement, contre 15% il y a une décennie. Il ne s'agit pas uniquement de chiffres, mais d'assurer que l'Europe puisse se défendre selon ses propres termes, sans toujours devoir compter sur les États-Unis. Même des pays qui hésitaient autrefois à augmenter leurs dépenses militaires, comme l'Allemagne, se sont engagés à renforcer leur budget de défense. Et cet engagement chasse enfin les fantômes du passé, puisque l'Allemagne atteint désormais l'objectif de l'OTAN de consacrer 2% de son PIB à la défense. D'autres pays, comme la Suède et la Finlande, ont suivi le mouvement en augmentant leur budget militaire et en rejoignant même l'OTAN. La décision de la Finlande et de la Suède d'adhérer à l'OTAN constitue l'un des changements les plus marquants dans la sécurité européenne de ces dernières années. Ces deux pays, historiquement neutres, avaient passé des décennies à jongler entre des liens avec la Russie et l'Occident. Cependant, l'agressivité de la Russie les a poussés à revoir leur position et à demander l'adhésion à l'OTAN en mai 2022. Le 4 avril 2023, la Finlande est devenue membre à part entière de l'OTAN, tandis que la Suède a officiellement rejoint l'Alliance le 7 mars 2024, après avoir surmonté des retards dus aux préoccupations sécuritaires exprimées par la Turquie et la Hongrie. Ensemble, ces deux pays renforcent considérablement la puissance collective de l'OTAN, notamment dans la région de la mer Baltique, la frontière finlandaise de 1330 km, avec la Russie doublant la ligne de front de l'OTAN contre son voisin oriental. La signification stratégique de ces adhésions ne peut être sous-estimée. La Finlande, qui consacre déjà 2,5% de son PIB à la défense, et la Suède, avec 2,2% en 2024, apportent des capacités militaires redoutables à l'Alliance. Les deux pays disposent d'armées hautement compatibles avec les forces de l'OTAN, ayant participé pendant des années aux opérations de l'Alliance. Leur adhésion renforce la posture défensive de l'OTAN dans la région, assurant ainsi un détournement plus robuste contre toute nouvelle agression russe. Cependant, la véritable valeur de cette adhésion historique à l'OTAN réside dans son aspect symbolique. L'engagement collectif de l'Europe en faveur de la défense est inébranlable et il n'y a rien que la Russie puisse y faire. Par ailleurs, avec la Finlande et la Suède désormais pleinement intégrées à l'OTAN, la position stratégique de la Russie en Europe est gravement compromise. La région de la mer Baltique, autrefois sous l'influence russe, fait maintenant partie intégrante de la structure de défense de l'OTAN, isolant encore davantage Moscou. Et dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de retour en arrière. La Russie ne retrouvera jamais l'influence qu'elle exerçait autrefois sur la région baltique. Il en va de même pour l'ensemble de l'Europe et du monde. Cette position affaiblie sur la scène mondiale laisse présager que l'avenir de la Russie pourrait être marqué par un retrait de ses ambitions impériales ou par une transformation interne drastique. Quoi qu'il en soit, l'Occident doit rester vigilant et prêt à faire face à ces éventualités.
Voilà donc la situation. La Russie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est pratiquement seule au monde, ses rares alliés étant soit forcés de prendre sa défense, soit désespérés de trouver eux-mêmes des alliés. Sa puissance militaire est brisée, tout comme sa stabilité économique et son influence mondiale. Les pays qui dépendaient autrefois de la Russie se tournent désormais vers l'Occident, laissant Moscou avec très peu de levier. Au fur et à mesure que la guerre en Ukraine épuise ses ressources, et que les sanctions se resserrent, la capacité de la Russie à se redresser semble de plus en plus lointaine. Mais comme on dit, quand on touche le fond, il n'y a plus qu'à remonter. Alors, dis-nous, vois-tu une issue pour la Russie après les horreurs de la guerre en Ukraine? Ou au contraire, la Russie va-t-elle continuer à s'enfoncer sur la voie de l'isolement et de la ruine? Partage tes prévisions dans la section des commentaires ci-dessous.